voici de retour avec Aurélie, donc Isabelle Parent en colère des Landes et Aurélie Parent en colère Vosges. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Bonjour Isabelle, ça va très bien et toi? Ma foi, ça va bien. Pour le moment, ça va bien. Peut-être que mon tempérament va changer quand on va parler de peut-être de choses qui nous chatouillent un petit peu, mais voilà, Si on est là, c'est que ça va pas, hein, on a envie de dire, mais bon, hein. voilà. Et du coup, aujourd'hui, nous avons notre invité Yann Charrier. Bonjour Yann. Bonjour, bonjour à toutes les deux, bonjour à tous les parents. Je me présente un petit peu. Allez, c'est parti. Ouais, ok. Alors, je m'appelle Yann Charrier, je suis psychologue du travail et des organisations. Je suis spécialisé en évaluation de la personne et des systèmes. Et moi, j'aimerais poser avec vous un regard de la psychologie des organisations et de la psychologie sociale sur ce que nous appelons l'école. Alors, on va reprendre juste un petit peu parce qu'il y a eu un petit peu de tch-tch sur Pas la de ligne. problème. Et donc, voilà, si tu peux reprendre le sujet du jour pour que ce soit bien posé, que tout le monde comprenne où on va aller aujourd'hui. Alors, moi, je voulais vous proposer, à vous deux et à tous les autres parents, qu'on parle un petit peu du sujet qu'on appelle l'école, au filtre de la psychologie sociale et de la psychologie des organisations. Parce qu'il y a beaucoup de travaux qui n'ont pas été vulgarisés, la plupart des parents ne connaissent pas. Il est important qu'on se diffuse entre ces informations. Voilà. Alors, très bien. Bon, alors, ça coupe un petit peu, les amis, mais on arrive à comprendre avec l'ensemble de la phrase. Il y a un petit peu sur la ligne, mais voilà. Eh ben, très bien. Donc, ben, l'éducation nationale, l'école, les parents, les enfants, je pense qu'on est au cœur du sujet et j'espère que tu vas pouvoir apporter de l'éclairage sur ces administrations, sur leur fonctionnement et ce que nous, en tant que parents ou pas, on peut faire, comment ça se joue. Alors, à toi, Yann, quand tu veux, tu peux développer. Bon, ben, super. Alors, pour parler d'éducation nationale, moi, j'aurais voulu parler un petit peu de sa fondation. C'est-à-dire que autour de l'an 1870, il y a eu des événements en France qu'on appelle la Commune de Paris. Et sans entrer dans les détails, on va dire que Paris se révolte contre le roi et le roi n'est plus dans Paris. Et du coup, les Parisiens vont être obligés de s'auto-organiser dans ce qu'on appelle la Commune de Paris. Et une des choses qui se passe, c'est que doivent s'organiser pour garder les enfants et leur faire école. Et là, ils se débrouillent tout seuls. Alors, il y a quelqu'un qui voit ça, c'est Jules Ferry, le maire de Paris à l'époque. Il voit ça, il est dans toute l'histoire et il se rend compte que ce qu'il veut, lui, et ce qu'il veut avec ses amis, ce n'est pas d'instruire les enfants, ce n'est pas que les parents, surtout pas que les parents s'occupent de l'instruction. Ce qu'il veut, c'est nous qui allons leur apprendre comment penser. C'est sur cette base que l'obligation de l'école obligatoire pour tous et pour toutes, passe en France. Alors, dit comme ça se trouve que le but de l'éducation, ça soit d'apprendre comment penser à tes enfants et donc à des futurs parents. Mais il faut savoir, en psychologie sociale, on considère que plus de 60%, plus de 60% de ce qu'on apprend à l'école, c'est de la normalisation. On apprend. Il y en a qui sont très bien, comme ne pas tes pieds sur la table quand on mange. Isabelle, non, on ne tape pas son camarade de classe. Euh, mais on peut rentrer toutes les normes qu'on veut, en fait. Il suffit de les rentrer dans les programmes et dans les règlements de l'école. Ça peut être, bon, je pense qu'on en parlera après, mais ça peut être des normes complètement anormales, comme ce qu'on a vécu pendant la période 2000-2023, ou maintenant ce qu'on vit avec l'entrée des programmes dits d'éducation sexuelle. Donc, ça va être des nouvelles normes qui vont rentrer pour nos enfants. Et ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Il faut vraiment vérifier qu'est-ce qui rentre dans l'éducation. C'est pas des sacrées surprises.
Du coup, c'est vraiment, Alors, ça se passe au même moment de la transition au niveau des dates, où avant c'était l'instruction publique et c'est devenu l'éducation. C'est à peu près les mêmes périodes ou voilà, je prends un petit peu. alors, je ne suis pas un historien. Euh, L'éducation, ça existait avant Jules Ferry. Et Jules Ferry va avoir un déclencheur de l'école pour tous et pour toutes, obligatoire jusqu'à tel âge. L'école pour tous et pour toutes. C'est vraiment dommage parce que la connexion de Yann, elle est. Est-ce que tu peut-être essayer de décaler ton- Des fois, hein, il Bah, suffit. je veux bien essayer. Si on n'entend pas ce que je dis, après, je vais changer de pièce. Donc, je peux essayer de faire ça. Tiens, on va essayer de faire ça. Globalement, on entend, mais des fois, il y a des petits crépitements qui viennent s'ajouter sur la ligne. Ok. Allez, Euh, désolé. non, non, mais pas de souci, tu fais bien de le dire. Donc, on dit qu'on va normaliser. Ça veut dire, on va faire rentrer des normes dans ta tête pour que ton comportement, il soit acceptable dans la société. Ce qui, a priori, n'est pas une mauvaise chose. Mais il n'y a pas que ça qu'on va normaliser. Par exemple, il y a une expérience qui est connue qui s'appelle la constante macabre. En quoi ça consiste? On prend trois classes d'élèves, on les groupe et on fait un groupe de mauvais, un groupe de moyens et un groupe de bons. Tu prends le groupe des mauvais, tu les laisses faire leur école, le groupe des moyens et le groupe des bons. Tu vas te rendre compte que dans chaque groupe, au bout d'un certain temps, il va y avoir des mauvais, des moyens et des bons. Chez les mauvais, chez les moyens ou chez les bons. C'est-à-dire que chez les bons, il y en a qui vont devenir mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils vont accepter la norme qui est le classement des élèves en concurrence entre eux pour être le premier de la classe, le dernier de la classe. Parce que être le premier de la classe, c'est très bien, tu as des bons points, mais être le dernier de la classe, ça a aussi certains avantages. Et donc, il y a des élèves qui vont préférer, entre guillemets, je mets des guillemets parce que, qui vont préférer être le mauvais de la classe parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être dans les bons. Alors, c'est quelque chose qu'on va retrouver très facilement. Et, et du coup, l'élève va intégrer le fait que, bah oui, mais si je suis mauvais, c'est parce que je suis bête. Alors qu'il y a des psychologues qui vont plutôt penser que la note de l'élève a plus tendance à refléter la qualité de la relation psychologique entre le professeur et l'élève plutôt que les capacités de l'élève. D'ailleurs, si tu fais un test de QI et que tu compares au bulletin de notes, ben, tu verras que ce ne sera pas forcément les mêmes résultats. Il y en a qui estiment que je crois que c'est à peu près 50% des dits enfants à haut potentiel ou enfants surdoués, 50% finissent à la poubelle, n'auront pas leur bac. C'est un petit peu dommage, tu vois, de gâcher ce genre de choses. Mais le but, c'est réduire tout le panel de tes comportements à quelque chose de normal et d'acceptable en groupe. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça? Parce que quand, je ne sais pas combien vous avez d'enfants, moi je n'en ai pas beaucoup, mais déjà, rien qu'avec un ou deux ou trois, tu cours vachement. Mais imagine que je t'enfile 30 ou 35 d'un coup. Tu ne peux pas faire des petits groupes ou des petits jeux ou quoi. Tu vas être quasiment obligé de les mettre tous en ligne et qu'ils soient sages et qu'ils t'écoutent parce que sinon c'est juste impossible comme mission. C'est juste impossible. Et il faut que je vous parle d'autre chose. Il faut que je vous parle d'autre chose. Il faut que je vous parle de l'effet Rosenthal. L'effet Rosenthal, c'est un effet psychologique qui a été découvert par Rosenthal et Rosenthal, deux chercheurs en psychologie sociale des années 70 ou 80, je ne sais plus là. Ils font, eux, ils prennent une classe, ils font passer un test de QI à tous les enfants. Ils prennent les trois qui sont les plus moyens, qui ont vraiment 100 points de QI pile poil, et il y en a qui sont un peu meilleurs, d'autres qui sont plus mauvais, mais ils prennent les trois les plus moyens, ils vont voir le prof et ils disent, bon écoutez, on n'est pas censé vous dire les résultats, mais comme vous êtes quelqu'un d'expérimenté, je suis persuadé que vous avez déjà remarqué que ces trois-là, c'est clair que c'est des surdoués. Les trois plus moyens, hein, donc vraiment, c'est les enfants moyens.
Ces trois-là, vous avez remarqué, c'est des surdoués, mais faites comme s'ils étaient normaux. Que fait le professeur? Il dit oui, oui, mais inconsciemment, il va les stimuler un petit peu plus. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? À la fin de l'année, ces enfants ont pris en moyenne entre 2 et 3 points de QI. C'est-à-dire qu'ils ont gagné des points de QI en un an. Alors considère ceci. Du CP à la terminale, tu fais 12 ans d'études. Si tu gagnais 2 points de QI par année, on serait tous des génies. On serait tous des génies. Alors bien sûr, ça ne marche pas exactement comme ça. Mais c'est juste pour mettre mettre le doigt sur le fait que l'éducation nationale, c'est pas fait pour rendre ton enfant intelligent. C'est fait pour lui apprendre à penser, comment penser, et le ranger dans des cases. Parce que plus tard, ces cases, elles vont te servir à choisir qui a le droit d'aller dans une université ou dans une grande école ou qui va finir en CAP. Et quand je dis finir en CAP, le CAP, c'est pas la fin de la vie. Il y a plein de gens qui ont un CAP, qui ont une très chouette vie. C'est pas la question. Mais prenons l'exemple de cette dame. Alors, je parle avec une dame qui fait un bilan de compétences. Elle a un CAP dans la vente, vente de prêt-à-porter. Elle est vendeuse de prêt-à-porter, sa vie est plutôt pas mal, mais elle en a marre de son travail. Elle fait un bilan de compétences et la dame lui dit, mais pourquoi est-ce que vous ne feriez pas une formation et vous devenez responsable? Mais je ne peux pas, madame, j'ai qu'un CAP. Mais qu'est-ce qui t'empêche de, je sais pas, faire un BTS, ce que tu veux, tu as 25 ans, tu peux encore le faire, tu n'as pas d'enfant. Ah ben, je peux pas, je suis pas, enfin, entre guillemets, je suis pas assez intelligente. Que fait la conseillère? Elle lui explique Pierre Bourdieu. Elle dit, ben voilà, vous êtes une fille d'ouvrier, donc vous êtes ouvrière. Et on vous a fait croire que vous n'étiez pas assez intelligente pour avoir une fonction supérieure. Ça la déconditionne, ça va l'aider à se libérer, et donc elle va passer son BTS, et quelques années plus tard, quand je l'ai rencontrée, elle était responsable de son petit magasin. C'est juste pour dire que, voilà, on t'enferme dans une case, et c'est pas mal à ça que sert l'éducation nationale. Après, je suis très critique, mais il y a quand même pas mal de bonnes choses dans l'éducation nationale. Il faut juste pas se leurrer sur le contenu du cadeau, parce que l'emballage est sympa, alors on croit que dans le cadeau, il va y avoir un bon jouet. Mais ça, c'est pas dit. Oui, puis moi, je Alors, rebondis moi, là déjà juste sur le test aussi hein, que l'on fait passer pour, a priori, apprécier le quotient intellectuel. C'est que j'avais vu une étude justement où en plus, ce test qui est encore une fois standardisé, n'est pas forcément, en plus, très souvent adapté au potentiel. Parce que ça va pas dans leur façon déjà de gérer leurs pensées et leur façon oui, leur façon de penser, leur façon de faire, en fait, ça correspond pas. Donc il y a des fois, certains, hauts potentiels qui échouent vraiment de, ce test et donc rien n'est adapté et tout est standardisé comme tu disais et j'aimerais aussi rebondir effectivement sur, heu on envoie les gens au CAP, etc., etc. C'est sûr que ça aussi, on nous a fait bien rentrer dans la tête, enfin, peut-être encore plus à nos générations à nous. C'était vraiment considéré comme des voies de garage. Or, ces dernières années, on voit tout à fait, enfin, moi je connais plein d'ingénieurs qui sont passés par la voie du CAP et qui ensuite ont repris, ont passé d'autres diplômes derrière et qui sont beaucoup plus ingénieux que certains qui sont allés directement dans les grandes écoles et qui n'étaient pas sur le terrain. Et puis, ben voilà, puis c'est un choix. Et en fait, on nous a bien gardé aussi de continuer à avoir des artisans qui pouvaient être auprès de nous. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus, enfin, il y a beaucoup de choses autour de ça sur lesquelles on pourrait aussi discuter Mm. dans la standardisation. oui, Ouais, moi, ce que je voulais aussi soulever, et, euh, et moi-même ayant des enfants à des âges vraiment des petits et d'autres qui sont maintenant dans la vie active, adultes, vraiment, s'il y a bien une chose que moi je pourrais dire, c'est que finalement, on ne favorise pas, on fait tout un tas de constats, il n'y a pas de travail, il y a du chômage, enfin des tas de, on nous soulève plein de choses, mais au niveau des orientations, et ça rejoint ce que tu disais, hein, c'est vrai que le fait de catégoriser des élèves,
et puis surtout de ne pas forcément poser la question aussi, et puis d'ailleurs on devrait le faire quand ils sont petits et puis au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mais une question qui pourrait être intéressante à poser, moi-même je l'ai déjà posée à des jeunes, c'est quelles sont leurs passions, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Et ça, de moins en moins, c'est demandé. En fait, finalement, on va dire, bon, bah voilà, tu as des facilités dans tel domaine. Bon, bah tiens, tu pourrais aller dans la branche là, dans celle-ci. Et c'est ça le problème, c'est que finalement, on ne pose plus forcément cette question-là de savoir qu'est-ce qu'ils aiment réellement dans la vie. Et après, on va regarder le niveau scolaire. Et puis, en fonction du niveau scolaire, on va l'orienter, voilà, comme tu le disais. Et moi-même, j'ai eu le cas sur une de nos filles, qui, elle, était donc dans le cursus, donc elle était en SECPA, et forcément, troisième, ben, les portes se ferment en fait, hein, quand on est sorti du cursus traditionnel. Bah forcément, voilà, on t'oriente. Là, en l'occurrence, c'était CAP couture, quoi. Et moi, quand j'entends CAP couture, alors je veux pas, il n'y a pas de sous-métier, c'est pas une histoire de, mais c'est juste que finalement, il y a des tas d'enfants qui ont des tas de facultés qu'on ne va pas justement aller les aider et on va leur fermer les portes. Et ça, en fait, après, au long terme, dans leur vie future, ça va avoir des incidences, hein. Il peut y avoir des vies loupées, voilà, avec des personnes qui avaient une destinée sur des choses. Et ce côté-là, c'est vrai que c'est terrible parce que finalement, ça aura des répercussions, voilà, sur des tas de phénomènes sociétals. Sur tes enfants, mais aussi sur leurs enfants. Bien sûr. Oui, parce que eux aussi, bah, ils auront des parents. Je suis désolé de dire ça. Moi, j'ai le plus grand respect pour tous les travailleurs et les chômeurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur métier. Mais entre guillemets, des parents CAP, ça fera des enfants CAP. Et heureusement, il y a des exceptions à cette règle, mais souvent c'est comme ça, quoi. Parce que le premier facteur qui va déterminer ta note au bac, devine ce que c'est. Tu crois que c'est ton niveau scolaire? Non, c'est pas ton QI, c'est pas tout ça. C'est la note au bac de tes parents. C'est le premier facteur. Et puis C'est-à-dire qu'en fait, l'accompagnement autour, hein, aussi, bon, il faut quand même aussi penser, hein, là, on va pointer du doigt l'éducation nationale, les enseignants, mais il y a aussi une part parfois de responsabilité des parents, parce que les parents font confiance justement aux enseignants, donc ils s'en remettent bien souvent par confiance, pas forcément parce ils en ont absolument non, rien mais à c'est pour des faire. bonnes raisons. C'est pour des bonnes Oui. raisons, bien sûr. Oui, donc finalement, c'est aussi le rôle des parents d'accompagner aussi les enfants, les écouter, et en ayant conscience justement il y a des soucis de ce côté-là chez les enseignants, ben, il faut vraiment, c'est important que les parents comprennent qu'il faut absolument qu'ils aident leurs enfants, hein. Bah, là, tu peux te retrouver dans une situation paradoxale parce que ce dont on parle quand on dit la note du bac de tes parents, en fait, on parle notamment de capital culturel et de capital symbolique. Bon. Si moi, par exemple, je n'ai pas de capital symbolique, très peu de capital culturel, ça va être très difficile pour moi de transmettre à mes enfants parce que bah, je ne l'ai pas eu moi-même, donc c'est difficile de donner quelque chose qu'on n'a jamais eu. Mais en effet, tu peux y arriver, quoi. Tu es un être humain, tu peux le faire. Ça, il y a un monsieur qui a écrit là-dessus, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Maître ignorant. C'est exceptionnel. C'est un type qui t'explique il a été capable d'apprendre à des élèves une matière qu'il ne connaissait pas lui-même. Et il t'explique sa méthode. Et alors là, carrément, c'est bluffant parce que tu te rends compte que toi, en tant que parent, entre guillemets, ignorant et pas assez bien, eh ben, tu peux tout à fait arriver à éduquer tes enfants fort bien. Ça, c'est une réalité. Après, quand on éduque un arbre en forêt, quand on dit qu'on éduque un arbre, ça consiste en quoi? Ça consiste en lui couper des branches. C'est-à-dire qu'on veut qu'il pousse bien droit, donc on va enlever certaines possibilités. On va restreindre sa liberté un petit peu. Alors pour un enfant, bah, des fois, il vaut mieux restreindre un peu sa liberté parce que ça peut vite mal se terminer avec des gros bobos, mais il faut aussi lui offrir des possibilités, comme tu dis. Et en France, l'orientation professionnelle des jeunes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
J'ai fait un petit peu de ce qu'on appelait les bilans d'orientation, c'est-à-dire c'est un peu comme des bilans de compétences allégés pour des jeunes, on va dire adolescents en général, et ça te prend entre 5 et 10 heures, on va dire. Sauf que dans un collège, dans un lycée, il y a un conseiller d'orientation psychologue pour des centaines de gosses. Tu ne peux pas, tu n'as pas ils ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens de faire une vraie orientation professionnelle. Donc, mettre les gosses dans des cases autant qu'ils peuvent. Et parfois l'envie non plus, hein. Il y en a aussi qui n'ont pas envie. Eux, leur job, Ah, c'est, voilà, je fais mon boulot. De toute façon, pas tous, heureusement, évidemment, ne faisons non. pas d'amalgame mais Euh, il y a aussi cette envie-là, hein. Bah, l'envie et la motivation au travail. Si je t'envoie faire un travail, je te demande de me construire une grange, mais tu n'as pas de clous, au bout d'un moment, tu n'as plus envie de bosser parce que ton travail ne veut plus rien dire. Par Et répercussion, parce qu'ils savent peut-être aussi que de toute façon, ils vont être la petite goutte d'eau et que ça sera très difficile. Donc, ça peut bah, aussi oui, être oui, j'avoue, après, une il cause, y hein. a, pour moi, la plupart des gens sont, que ce soit professeurs ou psychologues d'orientation ou peu importe les personnes qui travaillent à la cantine, la plupart pour moi sont motivés à faire leur travail du mieux qu'ils peuvent. La plupart sont quand même assez dévoués. Et j'ai tendance à... Enfin, ce que je présente sur l'éducation nationale, c'est pas très rose, mais ça, je parle du cadre, du système. Dedans, il y a des vraies personnes. J'ai déjà parlé plusieurs fois avec des professeurs différents qui m'expliquaient que il y a des problèmes dans les programmes scolaires et qu'ils adaptent à l'enfant et qu'il y a des choses qu'ils tolèrent, d'autres qu'ils ne tolèrent pas. Et chacun a sa propre vision différente. Mais le système va essayer de les recadrer et de les pousser dans la même direction. Donc, c'est pas une situation évidente pour eux. Ça, j'aime pas trop leur taper dessus, c'est pas le but pour moi. Ben, nous non plus. Voilà. Nous non plus, mais parfois, il faut savoir quand même le soulever. C'est important parce que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là à en discuter parce qu'il faut analyser le pourquoi du comment. Et bien évidemment, il ne faut pas non plus louper ceux qui sont aussi responsables ou complices, hein. Euh, Parfois, on nous répondra oui, mais bon, que voulez-vous faire? Ça sert à rien. On y est allé, on a dit quelque chose, mais en fait, tout le monde a un minimum de pouvoir sur les choses. Donc, Tout à fait. Regarde, j'ai vu passer un témoignage d'un papa. Je crois que ça se passe en Belgique, mais c'est peut-être au Luxembourg. En tout cas, c'est un pays francophone. Le papa, voilà, ça se passe en cours d'éducation sexuelle. Donc, les enfants ont 8 ans. Et devant toute la classe, les moniteurs d'éducation sexuelle mettent la pression au petit garçon pour que sur l'estrade, devant tous ses copains et ses copines, il mette un doigt dans le vagin de sa copine de 8 ans devant tout le monde. Le petit garçon rentre chez lui, explique tout ça à son papa. Le papa pète un plomb. Il arrive dans le bureau du directeur, il fracasse tout. Alors, ça, c'est de la normalisation. On t'explique que c'est normal de mettre un doigt dans la culotte à n'importe quel collègue de travail sur eux, leur lieu de travail. Ça, ça s'appelle un viol. Ça s'appelle pas un cours, ça s'appelle un viol. Donc, Alors, pour nos amis qui nous euh, parce qu'ils vont dire: «Oui, mais c'est pas chez nous». Donc voilà, par exemple, les non, pays ah oui, alors, la Belgique sont en avance un petit peu sur nous au niveau de l'Europe, mais donc du coup ça voilà, ça on n'a pas encore eu ce témoignage à ce niveau-là, mais il y a déjà des choses. Donc pensez pas que ça reste en dehors de nos frontières, hein, c'est comme Tchernobyl. c'est comme Tchernobyl, ça va finir par arriver. Il faut bien comprendre que peut-être l'Europe, peut-être d'ailleurs arrivé et que on n'est peut-être pas au courant, hein. Il faut aussi se ah dire mais tu qu'il le sauras trop hein, tard. voilà. Quand tu le sauras, ça aura déjà commencé. Donc, alors, pour reprendre des mots, parce que moi, je ne suis pas clinicien, mais j'ai quand même fait mon tronc commun, c'est-à-dire 4 ans d'études générales en psychologie. Euh, pour un clinicien, par exemple, je vais prendre un exemple connu, les vidéos de Madame Pigueran, qui elle est clinicienne. On va t'expliquer qu'en fait, ça s'appelle une effraction psychologique.
Alors, quand il y a un attouchement, c'est une effraction physique, mais dans les cours d'éducation sexuelle tels que l'Europe les a dessinés, c'est ce qu'on appelle une effraction psychologique. C'est-à-dire qu'on va te faire rentrer dans la tête quelque chose par la force. C'est-à-dire, je vais prendre un carré, pour le faire rentrer dans un rond, je vais mettre des coups de marteau. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais casser le jeu. Et le jeu, le problème, c'est que c'est ton enfant. Donc, si, pour expliquer ce que c'est une effraction psychologique, une effraction, c'est un terme psychanalytique. Ça veut dire comme casser la porte. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai, dans les mots normaux, dans la vie de tous les jours, une effraction psychologique dans le domaine sexuel? Moi, j'essaie d'expliquer ça en disant que c'est un viol psychologique. Voilà, c'est un viol sans toucher. Ça se passe uniquement dans ta tête et c'est ce qui va se passer à nos enfants grâce à cette loi Evras. C'est Evras, hein, je crois, comment ça s'appelle. EVARS, Et, c'est prévu en France. Le projet s'appelle EVARS. Pour l'instant, on en est encore à Evras. l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et donc, ça rejoint, enfin, c'est la suite, pour moi, c'est la continuité de la période de Covid. C'est-à-dire, pendant la période de Covid, on a fait du traumatisme psychologique et de la renormalisation. Ce sont des techniques qui sont connues. Si je veux modifier ton comportement, d'abord, je vais imprimer un choc psychologique important sur toi. Et après, je vais t'orienter vers d'autres façons de se comporter. Et donc, pour moi, c'est la suite logique. Phase 1, phase de dénormalisation, phase de désorientation. Tu choques les enfants, mais aussi, nous, on l'a vécu aussi, mais tu choques les enfants, tu les renormalises. J'ai dû même inventer des mots nouveaux. J'ai inventé le mot hyper-normalisation parce que quand on contrôle le fait que tu sois à 1 mètre de distance chacun, quand on contrôle comment tu respires dans la journée, que tu as droit à 3 jetons de respiration, enfin, c'est complètement dingue. J'appelle ça de l'hypernormalisation. Quand on arrive là, bah, c'est mal barré, hein. Franchement, c'est mal barré. Et tu désorientes, tu choques. Et deux, tu renormalises, tu reapprends des nouvelles choses. Et ce qu'on va apprendre comme nouvelles choses, c'est des nouvelles visions de la sexualité des enfants. Des enfants qui, je rappelle, en général, les petits-enfants n'ont pas de sexualité. Ils ont une sensorialité, hein, le toucher de la peau, voilà, mais ils n'ont pas une sexualité. Les enfants de 4 ans ne se masturbent pas. Et quand bien même on devait parler de ceux qui en auraient une, puisqu'on sait que, bien sûr, les adolescents ont une sexualité, hein, on n'a pas dit qu'ils n'avaient pas le droit d'en avoir, ni que c'était pas normal. Voilà, c'est pas du tout le sujet. Mais quand bien même ils sont à un âge où ils en ont une, ça n'est pas une raison pour être d'accord sur ces principes-là, en fait, d'accepter qu'on puisse violer leur intimité, du coup, hein, pour reprendre tes mots, en fait, C'est le aussi. bon mot. C'est le bon mot. Alors, comme tu dis, un adolescent peut, enfin certains en ont, d'autres ils commencent plus tard, avoir une vie sexuelle. Pourquoi? Bah, parce que c'est un adolescent et parce qu'à 12 ans, on va dire, il y a les hormones qui font leur travail et qui vont modifier ton physique, mais aussi ton psychisme. Mais c'est là que les femmes deviennent intéressantes ou les garçons deviennent gentils, tu vois. C'est, bah voilà. Un enfant, il n'est pas fait comme ça. Un enfant, il n'a pas les hormones de la dame, il n'a pas les hormones du monsieur. Et ce qui pourrait aller avec un adolescent, qui ne va pas le choquer, au contraire, qui va l'interroger, et c'est important pour lui qu'il se renseigne sur sa propre sexualité, ne conviendra pas à un enfant. C'est comme si tu fais un match de rugby avec des enfants de 15 ans et des gamins de 6 ans, tu fais 2 équipes et tu vas attendre de voir ce qui va se passer. Les petits vont se faire massacrer, ils vont avoir mal, ils vont souffrir. Parce que ces jeux-là ne sont pas de leur âge. C'est comme si tu mets ta grand-mère sur un ring de boxe. Voilà, pareil. C'est plus de son âge. Alors, je pense qu'il faut vraiment qu'on passe rentrer dans le crâne de tout le monde. Mais alors là, je suis assez ébahi parce que il me semblait que c'était du domaine de l'acquis pour tout le monde. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Moi, j'en suis à me demander s'il n'y a pas certains parents qui vivent leurs fantasmes au travers de leurs enfants. Je pense que les gens,
faut travailler peut-être un peu moins, il faut peut-être être un peu moins à la télé et tout ça, puis il faut profiter de la vie et clairement parce que j'ai vu un spectacle de drag queen où il y avait des adultes et avec les enfants et, euh, et voilà, j'avais l'impression que certaines personnes là avec leurs enfants en fait, se dissimuler derrière le fait qu'ils amenaient leurs enfants à un spectacle, à venir découvrir des choses, voilà, parce que c'était la journée complète, hein, lutte contre les discriminations, etc. Donc, sous couvert de faire découvrir des choses et de faire passer des messages à leurs enfants, en fait, du coup, eux, ça leur permettait d'être là, quoi. Et ce qui me vaut de dire ça, c'est que les enfants, un moment quand même, comprenaient pas ce qui se passait sur scène où on voyait qu'ils étaient ébahis et les autres couraient au fond de la salle. Les parents ne surveillaient pas du tout les parents, hein, les enfants, pardon. Les parents, ils étaient comme ça devant le spectacle. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Oui, mais c'est quand même une parenthèse. C'est quand même des scènes où, dans la vie normale, enfin, je considère quand même avoir un esprit sain et normalement, on devrait dire, bon, bah voilà, là, il y a des gamins qui sont en train d'assister à des choses, on va appeler la police, ils vont venir, ils vont embarquer les parents, les services sociaux vont agir parce que c'est quand même pas normal que des parents puissent emmener leurs enfants, leurs petits-enfants, regarder donc des spectacles comme ça où il y avait, je suppose, hein, je suppose qu'ils n'étaient pas non plus habillés. Enfin, moi, j'ai vu des vidéos de ce spectacle-là. Il y a quand même, c'était très explicite. Enfin, franchement, là, c'est difficile de pouvoir comprendre que des gens ne voient pas ça, en fait. Pourquoi par quoi ils sont aveuglés, par quoi, en fait, pourquoi eux ne réagissent pas, en fait, est-ce que tu as, par exemple, des explications sur ça, Yann? Bien sûr. Alors, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais un des biais, à mon avis, qui est le plus utilisé en ce moment, c'est le biais de cadrage. C'est le biais de cadre. C'est-à-dire que si, par exemple, le spectacle dont tu parles, si je produis ce spectacle dans une boîte de nuit à 23 heures, minuit, avec des grandes personnes, et ça parle de sexe de façon qui est bien pour les grands. Si je mets ce cadre-là, tu vas me dire, oh oui, mais ton truc, c'est un truc quand même pour les grands. Mais si je change juste le cadre, je garde le contenu, je change le cadre, et là, je mets un nouveau cadre, c'est de l'éducation. Ah ben, ça passe. Parce qu'en fait, on a changé le cadre de réflexion. Tu vois, là, le cadre de mon téléphone, il est tout noir. Mais si je le mettais en tout rose, eh ben, peut-être bien que je ne te verrais pas de la même façon. Et ouais, ça change beaucoup de choses. De la même façon, pendant la période Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On a forcé les enfants à utiliser sur eux-mêmes ce que j'appelle moi des méthodes de torture psychologique en changeant le cadre, en te disant que c'était médical. Alors qu'en fait, ça n'a jamais été médical. L'isolation d'un enfant, c'est une méthode de torture psychologique. Ça n'est pas une méthode de soin. Donc, là, vous avez mis le doigt sur plein de problèmes. C'est d'une part une tendance de la société à normaliser les déviances sexuelles sur les enfants. On notera que ces dernières années, l'âge du consentement légal de la sexualité avec un adulte majeur est passé de 15 ans à 13 ans. Alors moi, je n'ai pas vu de différence depuis ces dernières années sur la physiologie, la psychologie des adolescents. Je ne vois pas pourquoi ça changerait, d'une part. D'autre part, ce que vous disiez, le fait de laisser des enfants être éduqués par des tierces personnes en faisant confiance, il faut savoir que la moyenne de temps de sociabilisation pour un adulte avec son enfant, pour une maman comme toi, c'est 30 minutes par jour, le temps moyen, et pour un papa comme moi, c'est 15 minutes. 15 minutes par jour où je peux avoir un vrai temps de sociabilisation avec mon enfant. À côté de ça, il est exposé à une autre influence, au moins 8 heures par jour à l'école et probablement 2, 3, 4 heures par jour devant des écrans, tu ne sais même pas ce qui se passe derrière. Donc, c'est un vrai combat. C'est un vrai combat de gagner 5 minutes, un quart d'heure, tous les jours,
faire un truc avec son gosse. N'importe quoi, ou presque. Tout ce qu'il veut, que ce soit activité sportive, jouer à Docteur Maboul ou alors aller se balader, jouer avec les copains, aller faire du vélo dans la rue, peu importe. Mais il va falloir trouver une activité ensemble pour avoir un petit peu de temps pour que toi, tu puisses faire rentrer dans le crâne de ton enfant les choses de base, des valeurs de la vie ou qui vont lui permettre de devenir une vraie personne entière. Sans toi, c'est pas possible. Pour rappel, hein, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont grandi dans des orphelinats. Moi, j'en connais. C'est vachement dur pour eux. C'est vachement dur pour eux. Parce qu'ils n'ont pas ce petit quart d'heure, cette petite demi-heure. Enfin, entre autres choses. Donc, si tu arrives à prendre une demi-heure, une heure tous les jours avec ton gosse pour faire quoi que ce soit et l'extraire de la normalisation, de l'hyper-normalisation abusive qu'il y a en ce moment, alors il faut le faire. Ça demande beaucoup, je sais, mais on doit tous mettre les mains dans le cambouis. Oui, puis ça permet aussi, c'est un temps aussi pour pouvoir vérifier où en est son enfant aussi, de son développement, Oui, de ses angoisses, de ses émotions. ce qu'il ressent. Et, et voilà. Et puis, alors, imagine, c'est ça aussi, c'est ce que ça a apporté, c'est que maintenant, quand on est, je vais parler pour ma part à moi, mais je sais que d'autres parents font la même chose que moi, c'est qu'on en est réduit à un point où les enfants rentrent et puis donc, nous racontent un petit peu leur journée, ce qu'ils ont fait. Et parfois, ils nous expliquent des choses et on en vient à contredire, à dire, ah oui, mais attends, la maîtresse, elle t'a expliqué ça, mais en fait, moi, je vais te réexpliquer. Donc, on doit, en fait, c'est terrible de se dire que d'un côté, tu as euh, des enseignants ou des travailleurs autour de l'enfance, hein, peu importe, c'est pas forcément que des instituts, des fois ça peut être d'autres intervenants. Et en fait, on en vient à venir casser leur travail parce que parfois c'est des gens qui croient en ce qu'ils Bien sûr, apprennent. Donc bien sûr. c'est quand même fou de se dire qu'on est obligé d'en venir à ça, en fait, et que même en faisant ça, c'est même pas sûr qu'on arrivera à savoir certaines choses ou à en être informé. Et même ça, tu vois, le peu de temps que certains peuvent avoir, parce qu'on sait bien qu'il y a des parents, ils partent le matin au travail et puis les enfants sont chez nous ou en garderie et puis ils n'ont déjà pas beaucoup de temps, tu vois. Il y a des foyers où vraiment peut-être qu'ils ont même ne serait-ce que 20 minutes à accorder à leur enfant. Ça existe, ça, malheureusement. Et c'est même en très grand nombre, puisqu'on vit dans une société où on a éloigné les enfants de leurs parents. Donc, c'est terrible. Donc, si ce temps-là, donc à quel moment on prend ces quelques minutes pour, tu vois? Ouais, je sais pas. Franchement, je suis dans le même problème, hein. Ouais. Quand tu bosses à plein temps, bah, tu peux plus t'occuper de tes enfants, mais tu as des sous pour les nourrir. Quand tu bosses pas à plein temps, tu n'as pas de sous pour les nourrir, mais tu peux t'en occuper. Alors, de toute façon, c'est un problème où il n'y a pas de bonne solution. Ah bah si, il Donc, y aura des solutions. Puis il en faudra oui, de toute façon. il y a des solutions, mais dans le cadre bosse beaucoup et t'occupe pas de tes enfants ou bosse pas et occupe-toi de tes enfants, c'est pas, c'est deux faux choix, quoi. C'est un double faux choix quelque part. Ouais, je pense que ça passe par une restructuration un peu globale. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Mais c'est toute la société qu'il faut refondre. Tout à l'heure, je ne sais plus laquelle de vous deux disait le problème du chômage, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail, c'est un problème. Mais par exemple, le chômage, c'est pas un problème. Le problème, c'est la gestion du chômage. C'est pas le chômage. Le chômage, c'est un des buts de l'être humain, de construire des outils plus perfectionnés pour travailler moins. On fait ça depuis 10 000 ans. Bon, maintenant, on a des outils tellement perfectionnés qu'on est au chômage. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas gérer la sauce différemment? Bien sûr qu'on pourrait. Bien sûr qu'on pourrait. C'est le cadre institutionnel, le cadre culturel, le cadre économique, il y a tout à changer. Par exemple, tu prends un groupe d'enfants, tu les mets devant un problème quelconque de la vie, il faut traverser la rivière ou le vélo est cassé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se regrouper, ils vont se regarder, ils vont dire, oh, t'as une idée? Comment on fait? D'abord, ils vont se concerter pour ensuite
trouver une solution commune et avancer. À l'école, il y a un problème qui est fait exprès pour être difficile pour l'enfant. Qu'est-ce qu'il va faire s'il est intelligent? Il va demander à son copain d'à côté. Ah, t'as 0, t'as triché. Donc, en fait, on te désapprend par le format de la classe, par la normalisation, on te désapprend à t'organiser. Parce que la seule organisation que tu connaîtras en sortant de l'école, c'est t'es assis à ta place, tu te tais et t'écoutes. Tu es un récepteur, en général. C'est un petit peu caricatural, mais dans la majorité des heures de cours, c'est ça qui se passe. Donc, en fait, si tu laisses des enfants tout seuls jouer, tu jettes un ballon au milieu ou même rien du tout, tu vas voir qu'ils vont inventer des règles de plus en plus complexes pour auto-organiser leur jeu de la façon qui les fait kiffer. Mais là, 8 heures par jour, on leur désapprend à s'organiser. Ce qui fait que nous, en tant qu'adultes, on a beaucoup de mal à s'auto-organiser parce que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre dans l'enfance naturellement. Mais ça, c'est sorti de l'éducation. Et c'est extrêmement dépendant du financement d'éducation nationale. Parce que comme il n'y a pas assez de profs, chaque prof a 30 élèves, et quand tu as 30 élèves, tu ne peux pas faire du cas par cas, c'est pas possible. Donc, il faut absolument que le budget de l'éducation nationale soit toujours défaillant. Sinon, nous allons apprendre à nous organiser. Bon, une longue tirade, tout ça pour dire quoi? On était parti tout à l'heure, on en était à la normalisation à l'école. Ouais. On a déjà un petit peu Voilà. empiété sur le second point, sur les parents, nous, qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire, mais on a bifurqué un peu. Mais si tu veux revenir sur l'aspect de la normalisation, l'éducation. Non, c'est gentil, mais c'est ma déformation professionnelle qui m'y ramène à chaque fois, tu vois. Non, mais c'est vrai que, alors, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais évidemment, quelque chose de tout aussi important, c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment peut-on agir, quels sont nos leviers. Là, c'est vrai que c'est pas évident de démultiplier le temps, pour s'occuper de ces gosses. Mais c'est un vrai combat. Et c'est un combat en plus qui est rigolo. Moi, j'aime beaucoup jouer à Barbie Sirène, tu vois, avec ma fille ou jouer au domino. Et ben, ce combat, c'est un moment agréable partagé avec l'autre. C'est un combat qui est sympa quand même quand tu t'y mets. Oui, je pense parce qu'on a tellement de parents après qui disent ah, mais je ne l'ai pas vu grandir. Ah ouais, Donc, je pense que pour pas avoir de regrets, effectivement, la liberté, ça a un prix, ça vient pas tout seul, c'est pas donné. Et donc, non. il faut savoir s'organiser. Et puis, choisir, c'est renoncer. Donc, forcément, si on choisit de privilégier l'interaction avec ses enfants, le bien-être de la famille, bah oui, forcément, ça demande peut-être de se priver sur autre chose, quoi. Mais Tout bon, dépend des besoins. Voilà, c'est ça. On en revient aussi aux besoins de chaque individu, en fait. Hein, et on en revient du coup à quelque part une part d'égoïsme quand on est face à des parents qui vont faire le choix de pas prendre ce temps du tout parce que c'est ainsi, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas imaginer que ça puisse être autrement. Et la société fait tout de toute façon pour que tout roule, même si ça roule pas du tout, même si on fonce dans le mur parce que de toute façon, à un moment donné, ça va coincer, ça coince déjà. C'est sûr que là, voilà, comme tu dis, il faut savoir faire des choix, mais il faut aussi savoir à des moments se remettre en question et se dire, voilà, la vie, c'est quoi la vie? Pourquoi je vis? Savoir s'arrêter un temps, tout seul ou à deux, ou voilà, c'est soit individuellement, mais même après, c'est aussi une question d'accord dans un couple ou même en famille avec les enfants eux-mêmes, parce que eux-mêmes, les enfants peuvent apporter euh, des réponses aux parents par leurs besoins, et tout ça, c'est peut-être qu'à un moment donné, les gens devront quand même se rendre compte qu'il ne faut pas oublier voilà, leur but dans la vie et faire les bons choix pour eux, mais surtout pour leurs enfants quand ils en ont. Mais c'est vrai, ça, c'est quoi le but de la vie? Hein, on vit dans une société où on a mis au milieu l'argent. L'argent, ça n'existe pas. Hein. On a mis au milieu un truc qui est imaginaire, qui est un outil de domination qui sert à écraser les plus faibles. Qu'est-ce qu'on produit en tant qu'être humain?
Franchement, pas grand-chose. On croit qu'on produit des voitures et des téléphones. C'est pas vrai. On transforme de la matière. Qu'est-ce qu'on produit? Du pipi, du caca, un peu de culture des fois, et surtout, on produit des enfants. Et ces enfants, c'est peut-être la seule chose qu'on produit vraiment, nous, êtres humains, avec notre corps. Peut-être que ça serait malin de mettre notre produit fini à nous, nos enfants, au milieu de la société, au centre vraiment, au lieu de les foutre là-bas dans le coin parce que le plus important, c'est l'argent. Peut-être qu'on pourrait faire ça, ouais, c'est. Tu le disais tout à l'heure, hein, c'est l'argent. Par quel moyen tu obtiens cet argent? Par le travail. On a mis aussi tellement en avant le travail, le travail. Il faut travailler, travaille à l'école parce que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas un métier. Si tu n'as pas de métier, tu n'auras pas d'argent, hein. On en revient toujours, le travail, l'argent. Pour avoir de l'argent, Ouais. le travail. Et d'ailleurs, moi, j'ai remarqué ça bien souvent dans ma vie, mais je suis sûre que vous allez me le confirmer aussi. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas, la, moi je dis toujours que c'est en général la première question quand la personne commence un petit peu à vouloir te connaître, savoir c'est quoi la question qui est bien souvent posée, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que Oui, c'est ça. c'est limite ça qui va faire que tu vas, alors c'est pareil, pas une généralité non plus, mais bon, c'est récurrent quand même, c'est ce qui va peut-être orienter la personne en face de toi, elle va se dire, ah bah tiens, en face de moi, j'ai quelqu'un qui travaille, tu vois, et si tu travailles, enfin, quand je dis travailler, c'est pareil, on pourrait détailler ce qu'est un travail, parce que éduquer ses enfants, hein, c'est-à-dire tout petit, mais pas juste 3 mois quand on vient de naître et hop, on retravaille tout de suite et nounou et crèche. Voilà, c'est recentrer aussi ce qu'est le terme travailler, parce qu'en fait, dans la société, on remarque que beaucoup de gens en fait voient par le statut, le fait d'avoir un statut dans la société. Si tu ne travailles pas de manière conventionnelle, c'est-à-dire salarié, voilà, dans le sens là, en fait, tu es quoi? Moi, j'entends très souvent ça, hein, c'est que d'office, les gens vont être mis sur le rang de, c'est peut-être vulgaire le terme que je vais employer, mais beaucoup l'entendent, mais vont dire, ah bah t'es un cassos, tu ne travailles pas, toi, tu vois, tu es au chômage, Là, pour profiter de la société, tu fais rien de tes journées. c'est ça. Et en plus, si je peux me permettre de préciser, on sent la connotation aussi dans le mot travail, c'est dans le sens labeur. Parce que moi, donc, j'ai œuvré pendant un peu plus de 20 ans comme prof de fitness, donc dans des assos, etc. Et donc, de m'entendre dire, ah, la chance, ah, mais c'est pas un travail, ça, parce que en fait, tu fais ton sport en même temps que tu gagnes des sous. Bah, j'ai dit, Ah, oui, ça mais doit pas être fatigant du tout en plus, tu sais. dans un bureau, je ne peux pas mettre le dossier à côté. Donc oui, ça devient un travail parce qu'il y a des fois quand même, je dois aussi me dire, allez, j'y vais. Je prends du plaisir à ça. Enfin, voilà, il y a aussi cette notion dans le travail. Dès que tu prends du plaisir, ce n'est pas vraiment un travail. Quand tu es bien dans ce que tu fais, que tu vis de ta passion, il y a cette notion aussi faut que ce soit un synonyme de Il faut labeur, quoi. souffrir. Il faut souffrir, c'est important. Sauf pour les classes supérieures. Hein, les ministres n'ont pas besoin de souffrir au travail pour être bien payés, c'est pas grave. Mais toi, tu dois souffrir au travail. Et ce qui est rigolo, c'est que quand tu souffres au travail, en fait, tu es moins performant en général. Quand tu es motivé à aller à ton travail parce que ça se passe bien, tes collègues sont sympas, la tâche est cool, le métier te plaît, eh ben, tu vas faire plus. C'est comme ça qu'on marche, nous les êtres humains, en général. Après, il y a des gens qui aiment avoir mal, mais c'est quand même une minorité. Mais on va nous faire rentrer dans la tête que ça, c'est une norme qu'on nous a fait rentrer, que le travail, c'est le truc le plus important et il faut souffrir pour mériter son salaire grâce à ton incroyable goût de l'effort. Voilà, mais ça aussi, c'est une norme, et c'est une norme qu'on apprend quand on est tout petit de plus en plus. Et même en tant que parent, euh, ça peut arriver de se cacher derrière son travail. Ah, je peux pas là, écoute, mon grand, j'ai papa a trop de travail, là, il peut pas s'occuper de toi. Et dans la société, le pire, c'est que ça passe, ça. Mais bien sûr, Tu vois, c'est que c'est terrible, c'est que finalement, on excuse des parents parce qu'ils travaillent. Ça aussi, on l'a mal. C'est encore une fois un constat, mais
c'est devenu normal de ne pas avoir du temps pour ses enfants. C'est devenu normal de ne pas pouvoir être présent le mercredi après-midi parce qu'il y a le travail, tu n'as pas le choix. C'est Ouais, ainsi. voilà. C'est le mot normal, c'est exactement ça. Ah C'est oui. devenu normal. On t'a fait rentrer ça dans le crâne depuis des dizaines d'années, voilà. Et Et si on pouvait estimer, par exemple, de poser la question à tous les Français aujourd'hui, de savoir si leur métier leur plaît. Tu vois, si on avait des vrais chiffres officiels et avec des statistiques pour savoir vraiment, tu vois, si les gens ont un travail parce qu'il faut travailler, qu'il faut manger, ils ont pris le premier métier qu'ils pouvaient s'offrir à eux, qui serait peut-être même précaire, pas forcément quelque chose de durable. Mais est-ce que les gens font vraiment ce qu'ils aiment et font le travail qu'ils aimeraient et en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de mentir à tous les enfants? Est-ce que, en leur disant travaille à l'école parce que si tu veux avoir un beau métier, quand on sait que maintenant on ne regarde pas forcément les qualités de la personne, on va regarder ses bagages. Tu as eu un bac, alors bon, tu as eu le bac, bac plus 2 plus 3. Voilà, on a déclassifié aussi. Ils ont cassé ce côté-là. Donc maintenant, c'est bouché de partout. Ah bah toi, tu parles bien, tiens, tu vas aller dans la vente. Moi-même, j'ai fait mon BEP vente et j'y croyais à l'époque, hein. On m'a formalisé à ça. Et finalement, aujourd'hui, j'élève mes enfants et je ne suis pas du tout dans la vente, en fait, absolument pas, ou du moins pas la vente conventionnelle, on va dire. Je vais plutôt favoriser pas du tout la vente qu'on m'a appris, en fait. Et en fait, voilà, c'est terrible de voir ces faits-là dans la société parce qu'on sait, nous, qu'on est sur la piste vraiment à se dire que ça vient aussi de tout. Les solutions, on en a plein, hein, nous, des solutions pour aider un meilleur fonctionnement de la société, hein. bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de véritable volonté en haut d'appliquer des solutions, mais que ce soit dans le domaine éducation, ou dans le domaine écologie, ou dans tous les domaines, en fait, des solutions techniques, il y en a des brouettes et des brouettes. Il y a qu'à se pencher pour ramasser. Tu te mets même juste sur YouTube et tu vois la quantité d'idées géniales que nous, les gens normaux, on peut avoir. Et ben, il n'y a pas de volonté d'en haut pour que ça arrive chez nous. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de l'effet Rosenthal. Faire gagner des points de QI à un enfant, c'est quand même incroyable. Quand j'ai appris ça, je suis tombé sur les fesses. Mais il n'y aura jamais de volonté que ça arrive pour nos gosses, bien sûr que non. Parce que le différentiel de pouvoir entre les castes dominantes et les castes dominées commence à s'exercer directement à l'école. C'est à l'école que tu apprends Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron il a fait l'école de l'Alsacienne? Parce que ses parents savaient que en sortant de cette école spéciale, il aurait un job spécial, tout simplement. Et ils l'ont pas mis dans une école quelconque parce qu'ils savaient que dans une école quelconque, il ne pourrait probablement pas avoir un super travail à la sortie. Et c'est pas une question de potentialité de l'enfant, parce que c'est pas une question de potentialité de l'enfant, c'est une question de quel est son cadre. Est-ce qu'il a un cadre privilégié ou est-ce qu'il a un cadre tout pourri pour pouvoir arriver à se développer personnellement. Et, mais même quand tu vas si tu vas mettre ton enfant dans une bonne école, tu remarqueras que il y a, même avant le Covid, avant tout ça, il y a eu des attaques qui ont été exercées sur les enfants en bas âge. Et par exemple, en augmentant le nombre d'enfants par nounou. C'est-à-dire que si tu as plus d'enfants, tu t'en occupes moins bien. En interdisant aux professeurs des écoles maternelles de faire un câlin à un enfant de 4 ans qui est tombé, sous prétexte de le protéger contre les pédocriminels. Si tu veux protéger les enfants contre les pédocriminels, déjà, tu vérifies le casier judiciaire des profs ou des surveillants, au lieu d'empêcher un adulte de consoler un enfant. Le truc, c'est que quand tu consoles un enfant, cet enfant, il aura moins mal. C'est l'effet placebo. Pourquoi? Parce qu'il y a des hormones. Ça va faire des hormones. Un câlin, ça fait des hormones. Ça fait de l'ocytocine. C'est de l'amour. C'est l'hormone de l'amour. Donc, tu lui fais un petit câlin, il va mieux et il repart. Qu'est-ce qui se passe avec un enfant qui est en manque d'ocytocine de façon systématique tous les jours? En fait, son cerveau va avoir du mal à se déployer.
Et c'est un des principes de ce qu'on appelle les enfants Ceausescu. D'ailleurs, j'invite toute personne qui nous entend à aller sur YouTube, à taper enfant Ceausescu et à voir ce qui sort. Je vous assure que vous allez être servi. Ouais. Et ça, on le voit d'ailleurs justement hein, en poussant, enfin en laissant pas beaucoup de congés maternité aux mamans pour allaiter, quand on pousse à les retourner au travail. Même s'il y a eu du travail de fait à ce niveau-là, j'ai pas entendu nombre d'entreprises qui ont mis en place des choses pour que les mamans puissent venir avec, Ouais, qu'on crée des crèches et que les mamans puissent allaiter pendant leur travail. On le voit ouais, encore, les c'est pas évident. réflexions des gens dans les endroits publics. C'est voilà, c'est toujours pas démocratisé. Bah oui, c'est bien ce qu'elle fait, elle nourrit son enfant, la mère est proche de l'enfant, l'enfant est proche de sa mère, il a besoin de ça aussi pour son bon développement. Des mamans qui essayent qui ont envie d'élever comme ça leurs enfants, qui ont mis en place de la résilience dans leur façon de vivre, donc moins de travailler pour être plus présent et donc être un peu comme on voit en Afrique ou quoi, où les enfants ils sont tout le temps emmaillotés sur la maman et il y a cette proximité, ce lien qui se crée là fort. Et, et parce que moi, je les ai eu en tant que cliente et me dire, ouais, alors dans ma famille, ils me reprochent, ils me disent, oh, mais lâche-le un peu, pose-le, tu l'as tout le temps sur toi, c'est pas bien. Enfin, vraiment, voilà, c'est de tous les fronts en fait. Hein, ces normes, elles arrivent vraiment par tous les biais. Ben, tout à fait. Tu vois, dans les années 50, 50 ou 60, il y a un monsieur qui s'appelle, il me semble que c'est Winnicott. Le mec qui est psychologue, alors accroche-toi bien, il invente un nouveau concept. Il invente le concept de la mère suffisamment bonne. Suffisamment bonne à quoi? Bah, suffisamment bonne à élever son enfant. Parce qu'avant, à partir des années 50, là, avant, on considérait que les mamans n'étaient pas suffisamment bien pour élever des enfants. Donc, première chose, à la naissance, on les sépare. On sépare la maman et l'enfant. C'est très important parce que sinon, en plus, ça va lui donner du mauvais lait, tu vois. Quand tu sais que le colostrum, le premier lait qui dure 2 3 jours, il est hyper important pour toute la flore intestinale de l'enfant et ça va lui permettre d'être en bonne santé, tout ça. Donc ça, déjà, tu le jettes, tu le mets à la poubelle et tu les sépares pendant 10 jours. C'est vraiment le moment où se crée un lien très fort entre la mère et l'enfant qui est indestructible. Et bien ça, tu le casses. Et c'est à partir donc de ce type Winnicott qu'on a commencé que les docteurs en médecine ont commencé à être obligés d'accepter le fait que oui, eh ben, les mamans peut-être seraient suffisamment bien pour élever des enfants suffisamment bien. C'est hallucinant, hein. Et ça c'est de la propagande, mais ça ne sort pas de nulle part, hein. Ces idées-là, elles ne tombent pas du ciel, elles arrivent de quelque part. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Et bah, bravo à vous d'être suffisamment bien pour élever vos enfants. Voilà. Alors, je félicite les autres parce que moi, je n'en ai pas. Voilà, c'est la vie, Ouais. c'est comme Moi, je ça. félicite tout le monde. Donc, Ah oui, parce que regarde la preuve, Isabelle, tu n'as pas d'enfant et regarde aujourd'hui où tu es. Euh, c'est ça, c'est que finalement, c'est un combat alors, pour tout le monde. parce que des fois, je me demande si c'est la vie qui a fait que, ou si c'est du coup inconsciemment, enfin, j'avais vraiment envie, mais en même temps, inconsciemment, quand je vois autour de moi, je vois, oh là là, leur offrir ce monde-là. Enfin, ouais, il y a eu vraiment, je suis passée par différentes phases, quoi. Et même, en plus, on a souvent cette réflexion, du coup, puisque tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas te permettre de juger ou de donner ton avis, ton sentiment sur ce qui se passe. Si, j'estime que quand même, je me suis justement enfin, j'ai travaillé auprès d'eux en fait en tant qu'éducatrice sportive. Et puis, bah si, il y a des, je suis autodidacte, voilà, je me renseigne, j'écoute plein de documentaires, je lis des choses, voilà. Et puis Je même, tire des toi-même, tu as et été un jour un enfant, tu vois? Donc, j'ai été c'est un jour un enfant et je vois là, même dans ces sociétés là maintenant résilientes qui sont non mais nous là de toute façon on veut sortir nos enfants du système scolaire et puis nous ce qui nous intéresse c'est l'autonomie alimentaire, etc. En attendant, leurs enfants sont toujours dans ce système avec ces normes
Et je dis: «Mais vous vous préoccupez pas de ça, mais en fait, quand vous allez être âgé, que vous allez plus pouvoir aller au potager et vous nourrir par vous-même ou aller chercher de l'eau, qui va s'occuper de vous?» Parce qu'on voit que en fait, il y a les 2. Il y a peu de gens au milieu, il y a des gens qui se rendent pas compte, il y a les gens qui sont déjà passés complètement à autre chose. Et, euh, et oui, moi, bah, c'est ma phrase un petit peu, et je suis pas la seule à le dire, hein. Je pense que une société qui se préoccupe pas ni de ses enfants ni de ses anciens, c'est que ça va pas, quoi. Ça ne va pas du tout. Et justement, parce que peut-être comme Tata, puisque maintenant, que ce soit les copains ou la famille, le reste de la famille, on est Tata et tonton. Euh, des fois, on me dit, ah, bah, de toute façon, en plus, tu serais sévère, etc. Et je vois les enfants de certains de mes amis ou de certains de mes cousins, cousines, qui ne me voient pas parce que j'ai fait beaucoup de saisons, donc j'étais peu là. Et en fait, ils se souvenaient quand même de moi, malgré le timing entre nos différentes rencontres. Et en fait, bah, ces enfants, ils m'appréciaient beaucoup. Et donc, des fois, de mettre des cadres, d'expliquer des choses. Et puis, bah, moi, je suis restée une grande enfant. Du coup, alors, bah, en fait, voilà, je suis au même niveau qu'eux. Je me mets au même niveau qu'eux, en fait. Voilà. Je pense que c'est important aussi. Pas toujours, parce qu'il faut savoir les guider quand on est parent, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà. Donc, oui, j'ai pas d'enfant, mais enfin, je comprends pas comment on peut pas. Ou alors les parents qui disent: «Ah, mais de toute façon, ça ne me concerne plus, maintenant ils sont grands». Oui, mais vos enfants, ils vont peut-être faire des enfants. Voilà. Tu sais, tu te souviens de Tiananmen, 1980, années 80, manifestation de Tiananmen en Chine, sauvagement réprimée par le gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'était à la base une grève d'étudiants. Les étudiants sortent dans la rue, mais les Chinois, eux, comme ils sont malins, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient pas des étudiants branleurs comme nous on voit les étudiants, c'est des feignants. Non, non, non. Être étudiant, c'est pas un truc de feignant. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient leurs enfants, ils voient l'avenir de leur société, ils voient leurs élites sortir, leurs futures élites sortir dans la rue parce que ça va pas. Qu'est-ce qu'ils font? Comme c'est leurs enfants, et c'est pas l'enfant de Pierre-Paul Jacques ou de c'est pas le mien. Non, 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 non. C'est nos enfants à tous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait des millions de Chinois parce qu'eux, ils sont nombreux. Et face à ça, c'est tellement massif que le gouvernement a dû envoyer des tanks. Pourquoi? Ben parce que à un moment, est-ce que si tu vois l'enfant de ton voisin s'éclater la gueule par terre dans la rue, tu vas l'enjamber et passer comme ça? Parce que sous prétexte que c'est pas ton enfant? Moi, je trouve ça. C'est comme on dit, il faut toute une tribu pour élever un enfant, quoi. Et cette tribu, elle a aussi besoin de toi, quoi. C'est ça. Merci, Voilà. Isabelle. Petit passage biographique. Bah, moi, il va falloir bientôt que j'y aille. Est-ce Ouais. que vous aviez encore quelque chose dont vous vouliez qu'on parle particulièrement? Bah, c'est surtout si toi, tu as réussi parce qu'on a été bavarde avec Aurélie aujourd'hui. Alors, c'est plutôt si toi, tu voyais autre chose à ajouter, un point, le point ou les deux points qui te semblent vraiment importants à prendre en compte. Voilà, pour faire un petit résumé en fait de notre discussion, Alors, on finit le par. petit résumé. Ah, pas facile, mais on va essayer. Alors, le petit résumé, c'est, pour moi, ça serait que il faut bien comprendre que l'éducation nationale a une certaine fonction dans le système de la République française, que c'est pas anodin, c'est pas une boîte à bisounours, c'est un organisme qui a été créé dans un certain but. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale. L'éducation nationale, ça fait partie de la grosse boîte de l'ingénierie sociale. Que bien qu'il y ait de nombreuses bonnes choses et de bonnes valeurs, le principal fonction de cet organisme, c'est de normaliser ton enfant. Et face à ça, les abandonner, entre guillemets, à leur propre sort, les laisser, comment dire, découvrir le monde au fil de ce qu'ils peuvent trouver par hasard sur Internet ou sur TikTok, d'intégrer uniquement la vision du monde qui ont été donnée par les professeurs des écoles, qui eux-mêmes ont fait
17 ans d'études, je crois, ou 19 ans, donc qui ont été normalisés et qui renormalisent les autres par la suite. Voilà. Donc, il faut bien prendre ça en conscience et se rappeler, je pense que vraiment, mettre les mains dans la vie de son enfant, c'est très bien. J'ai même vu des grands-mères qui me disaient est-ce que vous croyez qu'on a notre mot à dire? Mais bien sûr, madame, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'expérience et torché des culs en quantité pas possible dans toute votre vie que vous n'avez pas votre mot à dire. Au contraire, au contraire. Et il y a beaucoup de grands. Moi, j'ai rencontré plusieurs grands-mères comme ça qui voudraient pouvoir, mais qui ne s'autorisent pas à elles-mêmes parce que bah, c'est pas mes gosses, alors j'ai le droit de rien faire. D'une part, il y avait ça, donc vraiment mettre les mains dans la vie de son enfant. Vraiment, c'est vraiment important. Maintenant, encore plus qu'avant. Et en deuxième point, je dirais que les lois EVARS de traumatisation sexuelle de l'enfant, là, c'est pour moi la suite logique des lois protocole sanitaire Covid. Moi, c'est ça que je vois, vraiment une continuité dans la façon d'amener nos enfants à l'aliénation la plus totale. Alors, ces mots sont durs, mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu as entendu toi en tant qu'adulte les mots durs, bah, tu peux donner tout l'amour du monde à tes enfants. Ça y est, c'est parti. Bah, merci pour cette belle conclusion. Oh, Plaisir. Merci à vous d'être là. Vraiment. Et bah oui, on fait des équipes de choc là, tous. On a tous quelque chose à apporter en fait au groupe, à la tribu, et on peut tous contribuer à différentes hauteurs. Donc voilà, super. Et je rebondis parce que là, on a donc des collectifs qui se multiplient un peu. Là, les parents en colère, la carte devient presque toute rouge. Et là, dans le 84, si je ne m'abuse, alors il y a des mamies justement qui se sont mis en lien. Et vous savez, nous, on voudrait, donc elles étaient rentrées sur Parents en colère, certaines, puis elles voudraient quand même se démarquer et faire comprendre aussi aux gens que bien sûr, on a notre mot à dire et qu'on peut aussi agir, réagir. Et donc, elles ont tenu à monter un autre collectif qui s'appelle les grands-parents veillent, quelque chose comme ça à confirmer, mais je recevrai bientôt Isabelle pour faire une mission avec ça. Et voilà, ce qui ne nous empêche pas, elles ont tenu à se démarquer un petit peu, mais on travaille un peu en synergie, on est en contact pour s'échanger les bons tuyaux, des informations, et puis bah, et donc voilà, c'est vraiment, ouais, voilà, tout le monde est concerné, hein, vraiment. et les grands-parents sont inquiets, hein, ça, c'est assez, ça ressort énormément, hein, des mamies. Ouais, des mamies qui sont très, très inquiètes et parfois même des mamies qui n'osent pas en parler avec leurs enfants, donc qui sont les parents de leurs petits-enfants, parce qu'il y a une fracture en fait, hein. Il y a eu vraiment eu, ils ont vraiment bien calculé leur coût parce que vraiment, euh, on se retrouve encore avec des conséquences comme ça où les mamies n'osent plus en parler parce que voilà, comme tu l'as dit, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que ce sera pas mal pris? C'est ouais. Alors, on va libérer notre invité qui, je crois, du coup, a d'autres obligations. Donc, on reste tous connectés. D'autres émissions vont bientôt suivre. Alors, bah, après cette discussion du jour, hein, parce que là, vraiment, aujourd'hui, c'était vraiment une discussion, même si Yann nous a apporté ses connaissances. Si vous avez des questions qui émergent suite à cette discussion, n'hésitez pas à nous les envoyer via la fiche contact sur notre site internet desparentsencolère.fr, tout attaché et .fr. Et peut-être qu'on pourra se retrouver avec Yann pour un question-réponse, en fait, hein, par rapport à ce qui a. Ouais, avec plaisir, ça serait Voilà, super. alors des questions, ou alors vous avez quelque chose à nous partager, vous n'étiez pas en accord avec nous, vous voulez apporter un complément d'information, enfin voilà. Faites-vous plaisir, c'est le moment là d'échanger et voilà, qu'ensemble on réfléchisse à ce qu'on peut mettre en place, comment on peut s'organiser pour que l'avenir des enfants soit plus joli et plus serein.
Merci Merci, beaucoup. messieurs, dames. À Aurélie, tu bientôt. veux un petit mot de conclusion? Non, bah, ma foi, vous avez fait, voilà, c'est très bien, on a bien terminé. Moi, je suis ravie de cet échange-là qu'on a pu avoir. Il y aurait encore tellement de choses à dire, mais voilà, c'était bien de situer un petit peu aussi d'où ça a débuté et vers quoi on va. Le principal, voilà, c'est d'essayer de faire prendre conscience à tous ceux qui peut-être ne voient pas ce qui est en train d'arriver. Et puis voilà, Ou que refuse de chacun prenne voir, conscience, quoi. Voilà. ou refuse de le voir aussi, parce que des fois on voit et on a peur. Mais justement, nous, on s'unit et comme ça, à plusieurs, on n'a plus peur. Sortez vos têtes du travail, du stress. Voilà, recentrez-vous sur vous-même et vos enfants. Allez, salut tout le monde, à À bientôt. bientôt. À Merci. bientôt. Avec plaisir.